Entretien avec un cadavre, chapitre 6. Il souffrait d'une gastro-entérite. Un matin de garde, c'est comme tous les matins, mais avec un petit quelque chose de plus. L'espoir, parfois, la présence qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Ce jour-là ne fait pas exception. Docteur, pourriez-vous venir voir un enfant? Il est mort dans des circonstances inquiétantes. La mort d'un enfant déclenche l'intervention du médecin légiste à tous les coups, sauf lorsque la mort survient à l'hôpital. Un médecin est passé qui a diagnostiqué une mort suspecte, mais les parents en ont fait venir un autre qui a dit que c'était une mort naturelle. J'aimerais que vous éclaircissiez la situation. Un médecin généraliste de garde est appelé par la mère d'un enfant qu'elle a trouvé mort dans son parc le matin. Il souffrait d'une gastro-entérite. Explique-t-elle. C'est ce qu'avait diagnostiqué le médecin qu'elle avait appelé parce que l'enfant n'allait pas bien. Il avait prescrit un traitement, mais ce matin, le médecin de garde n'est pas convaincu par les explications de la mère et remplit un certificat de décès à caractère suspect. Un tel certificat interdit l'organisation des funérailles avant l'intervention de la police et la mise en route de la machine judiciaire. Au cours de sa matinée de garde, après avoir constaté le décès, le médecin passe à plusieurs reprises devant la maison, dans une rue très fréquentée du centre du village, sans voir de voiture de police. Inquiet, il téléphone lui-même à la police et tombe sur le planton qui se montre fort surpris car il n'a reçu aucun appel. J'envoie une équipe, dit-il au médecin. Et en effet, une équipe de police arrive au domicile signalé par le médecin. Les parents sont déjà à la recherche des pompes funèbres pour assurer les funérailles de leur enfant. Ils sont surpris de voir arriver la police. Madame, un médecin est passé ce matin qui a rempli un certificat de mort suspecte pour votre enfant. Mais non, voici le certificat. Ce certificat mentionne effectivement mort naturelle, ce qui ne justifie plus l'intervention de la police. Intrigué, le policier contacte le centre qui heureusement a noté le nom du médecin qui a téléphoné. Ce n'est pas le même. Un autre médecin est donc intervenu après le premier. Madame, où se trouve le certificat rédigé par le premier médecin? Mais il n'y a pas eu d'autre médecin. Vous vous trompez. Il y a eu un autre médecin qui nous a téléphoné, inquiet de ne pas nous voir chez vous. Où se trouve donc ce certificat? Devant la fin de non-recevoir de la mère,
Le policier téléphone au magistrat de garde qui décide d'envoyer un médecin légiste. Informés, les parents ne sont pas des plus heureux. Leur stratagème a échoué. Lors de mon arrivée, les parents sont en train de faire leur déposition. Les policiers me conduisent auprès du corps. Kevin semble comme endormi. Il est d'une grande pâleur que son pyjama blanc renforce encore. Je le déshabille, lui retire son linge sale de matière fécale, blanche. Également, je comprends vite qu'il s'agit de lait qui a traversé le tube digestif sans être digéré, seule l'eau ayant été retenue par l'organisme. Kevin avait près de 2 ans et était d'une effroyante maigreur, visiblement déshydraté et dénutre, mal nourri. La perquisition permet de retrouver le premier certificat que les parents ont déchiré et mis à la poubelle. Ils ont préféré garder celui du second médecin, nettement moins regardant ou nettement plus crédible. L'autopsie confirme ce que je pensais. Kevin est mort de déshydratation et de malnutrition, visiblement inscrit dans la durée, puisque j'ai pu constater la quasi-absence de graisse, notamment sous-cutanée, alors qu'un enfant de cet âge a toujours un important panicule adipeux. Kevin, lui, en était totalement dépourvu. Tout le tube digestif était rempli de lait, le même que celui du linge, un lait non digéré. Il est évident qu'il ne souffrait pas d'une gastro-entérite et l'enquête démontrera qu'aucun médecin ne l'a vu, contrairement aux affirmations des parents. En clair, les parents l'ont laissé mourir à petit feu. La mère ne voulait pas de cet enfant, charge trop lourde pour elle, qui en avait déjà plusieurs. Quelques années plus tard, lors d'un congrès sur la maltraitance enfantine, je montre des diapositives de plusieurs cas, dont celui de Kevin, qui suscite beaucoup d'émoi et de questionnements. En effet, malgré toutes les mesures prises, malgré tous les moyens à disposition aujourd'hui pour identifier les cas à risque et pour aider les parents en plein désarroi, on ne peut éviter que de tels malheurs surviennent. L'un des participants perd même connaissance à la vue des images. Les pertes de connaissance lors de mes conférences ou de mes cours, j'y suis habituée. Cela arrive très fréquemment et cela ne m'émeut plus. Cela me
met toujours un peu d'ambiance, surtout quand c'est un juré, voire l'accusé lui-même qui tombe dans les pommes. Lorsque j'expose mes constatations autopsiques devant la cour d'assises, je me souviens d'une de ces personnes que je secourais et qui, reprenant connaissance et me trouvant devant elle, s'est exclamée: « Vous? Mais je ne suis pas morte, quand même !» provoquant l'hilarité générale de la cour d'assises. En salle d'autopsie, il y a toujours une bonne ambiance, beaucoup de sourires et même une certaine gaieté. Ce n'est pas un manque de respect pour le défunt, c'est juste que c'est notre travail. On en arrive à oublier que celui qui est couché sur la table d'autopsie a vécu. Cela demande même un effort car on ne l'a pas connu. Les corps que j'autopsie sont ainsi dépersonnalisés et c'est heureux, sinon mon travail serait juste impossible à réaliser. C'est pour ce motif que je préfère rencontrer les familles après avoir examiné le corps. Je ne le cherche pas, mais si elle le demande et si le magistrat a donné son accord, j'accepte toujours. Certaines personnes ont besoin de savoir ce qu'il s'est passé.
comment leur proche est mort, s'il a souffert, si on aurait pu faire quelque chose pour éviter l'issue fatale, etc. Les questions sont parfois nombreuses et j'y réponds toujours par la vérité que je ne cherche jamais à déguiser. Il ne faut jamais mentir. La famille a le droit de savoir et surtout, nous avons le devoir de ne pas trahir sa confiance. De toute façon, rien n'allégera plus sa souffrance que de pouvoir faire son deuil et savoir y contribuer. Les morts d'enfants sont les plus pénibles, celles auxquelles on ne s'habitue pas. Même après 30 ans de carrière, lors de ces autopsies, il n'y a jamais grand monde et on ne rit jamais. Les blagues habituelles n'ont pas cours. L'ambiance est assez mortelle. Heureusement, cela n'arrive pas souvent, mais ce sont celles que l'on retient. Rassurez-vous, je dors très bien et jamais un de mes morts n'est venu hanter mes nuits, ni entamer ma joie de vivre. Les légistes sont souvent de bons vivants et je ne fais pas exception. Mais comme dans tout métier, il y a des moments que l'on aime moins. Et les autopsies d'enfants en font partie. Dans une autre affaire de décès d'enfants, celui de Pauline, le président de la cour d'assises me rappelle à la barre. J'ai déjà témoigné 2 jours plus tôt, mais l'accusé a une nouvelle version des faits à proposer. Le temps d'enfiler un costume et une cravate, et j'accours. J'ai toujours un costume à mon bureau pour pouvoir me changer en urgence. Si besoin, on ne comparait pas en cour d'assises en jeans et baskets, même si c'est de plus en plus souvent le cas de certains experts, ce que je trouve regrettable. J'aime témoigner en cour d'assises et expliquer le plus clairement possible comment la victime est morte. Tenter de rendre abordable pour tous des notions parfois compliquées de physiopathologique humaine. J'explique les choses comme je le fais pour mes étudiants en médecine et en criminologie. Il est très important que les jurés comprennent bien le mécanisme physiopathologique qui a conduit au décès de la victime, car ce sont eux qui vont devoir juger l'accusé. Ils ont une très lourde responsabilité, celle de décider de l'avenir de quelqu'un, et il faut qu'ils le fassent en pleine connaissance de cause. Pour moi, la cour d'assises est
devenu une espèce de jeu où j'endosse systématiquement le même rôle. J'avais 27 ans lors de ma première comparution et j'avais le trouillomètre à 0. On aurait pu passer une feuille de cigarette entre mes fesses, tant j'étais stressée. Il faut dire que c'est très impressionnant quand on se trouve au centre à la barre des témoins, où tous nous regardent avec le temps et plus de 200 comparutions, je m'y suis habituée et j'y vais désormais sans stress et même avec plaisir. Aujourd'hui, je connais personnellement chacun des acteurs de la cour, les jurés, les ministères publics et les avocats. En 30 ans, certains sont même devenus des amis avec lesquels je vais manger, voire part en vacances. Mais lorsque nous sommes en séance, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus que des fonctions et je sais que je pourrais ne pas être épargné. C'est le jeu et nous l'acceptons. Je comparais donc pour la deuxième fois dans une même affaire, ce qui est rare. Pauline, âgée de moins d'1 an, a été laissée par sa mère, Anne, à la garde de son compagnon, François, lequel n'était pas le père de la petite et qui, très possessive, n'appréciait pas qu'Anne sorte sans lui. Au retour d'Anne, Pauline semble ne pas réagir, même quand elle la secoue. Très inquiète, la mère la conduit à l'hôpital avec François. La petite est immédiatement prise en charge et conduite au scanner. Les médecins les interrogent alors. Est-elle tombée? A-t-elle reçu un coup? Puis le résultat du scanner tombe comme une lampe de guillotine. Fracture du crâne et hémorragie cérébrale massive. Elle est déjà en route pour la salle d'opération, qu'elle n'aura même pas le temps d'atteindre avant de mourir. Anne voit son monde s'effondrer. La police est avertie, le procureur l'est également, qui m'envoie à l'hôpital pour y examiner l'enfant et prévoir son autopsie. À la lecture du scanner, n'importe qui peut comprendre que Pauline a subi un traumatisme cérébral majeur suite à un coup porté avec une extrême violence, ce que l'autopsie ne manquera pas de confirmer. Elle présente une fracture embarrure de la voie crânienne qui s'étend
depuis l'arrière du crâne à l'occipital jusqu'à l'avant du crâne. Au frontal, cette fracture est particulièrement, comme j'en ai peu vu, à hauteur du crâne. Elle est parfaitement rectiligne avec un enfoncement qu'on appelle embarrure de la partie supérieure qui a laissé le cerveau et provoqué une hémorragie massive car une artère cérébrale qui passe à cet endroit là a été rompue. Il apparaît très clairement que Pauline n'a pas survécu. N'a pu survivre longtemps à un tel traumatisme qui a dû se produire durant l'absence de sa mère, alors que la fillette était sur la garde de François. Les explications de ce dernier sont surprenantes. Dans un premier temps, François a affirmé qu'il ne s'était rien passé. Puis, voyant qu'il ne convaincrait pas personne, il a tenté d'expliquer qu'alors qu'il la changeait, Pauline est tombée de la table allongée. Or, la fracture ne correspond pas à ce type d'impact. Comme j'ai exclu ce scénario, François en a trouvé un autre, puis un autre, puis un autre, encore, soit une vingtaine au total. Et c'est parce qu'il a inventé un nouveau scénario que je suis reconvoqué à la cour d'assises. Selon le nouveau scénario, il l'a portée à bout de bras et malencontreusement, elle est tombée sur le crâne depuis cette hauteur. Ce qui, une fois de plus, n'explique absolument pas la forme de la fracture. Docteur, est-ce que cette version permet d'expliquer les lésions que vous avez observées? Non, monsieur le président. La forme de la fracture ne peut correspondre à cette description. D'autant qu'il y a une embarrure. Auriez-vous une hypothèse à nous suggérer? Oui, monsieur le président. Il s'agit d'un choc très violent à haute énergie, comme par exemple lors d'une projection. Et vu l'aspect de la fracture, cette projection a dû se faire contre une structure rigide. Une explication serait par exemple que l'enfant a été pris par les pieds et dans un mouvement de rotation de l'auteur que la tête a été projetée contre un angle de mur. La cour est sidérée. Les avocats de la défense se déportent immédiatement. La séance est interrompue. Je n'ai même pas le temps de proposer d'autres scénarios. Ça en est fini pour l'accusé.
il est évident qu'il va prendre le maximum. Ses avocats sont comme commis d'office par la cour et le procès peut commencer. Le lendemain, dans pareil cas, notre responsabilité est énorme et il s'agit de ne pas se tromper ni d'aller au-delà de ce que nous pouvons raisonnablement affirmer. Il faut pouvoir dire je ne sais pas et ne jamais oublier que nous sommes faillibles. En effet, l'erreur est humaine. Persévérer est diabolique, mais reconnaître ses erreurs est sûrement maxime que j'aime beaucoup. Autre histoire, une maman dépose plainte à la police. On a kidnappé son enfant. Sophie raconte qu'elle était en rue. Son enfant de 6 mois, Marie, dans un porte-bébé sur son ventre. Lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté d'elle, dont le passager lui a demandé le chemin alors que Sophie était penchée vers le passage pour lui parler, celui-ci a saisi le porte-bébé et l'a sectionné avec un couteau pour s'emparer de l'enfant, puis s'enfuir. Cette version ne séduit guère les policiers qui la trouvent peu crédible et même franchement suspecte. La police avertit le procureur qui saisit un juge d'instruction. Face aux explications suspectes de Sophie, celui-ci fait procéder à une perquisition minutieuse du domicile. Clairement, on recherche le corps de Marie. La maison est dans un désordre manifeste comme on l'observe souvent lors des descentes criminelles. Oubliez les images d'Épinal que transmettent les séries américaines, comme les experts qui nous offrent à voir de belles maisons bien entretenues, propres, comme si on les avait nettoyées avant d'y commettre un meurtre, pour faciliter le relevé des indices et des traces. C'est dans la cave, dans un fatras de sacs en plastique et au sein d'un manchon de détritus que les policiers trouvent le corps de Marie emballé dans une serviette puis emballé dans 2 sacs en plastique hermétique fermés. Le père d'Orion est anéanti. Ils ont ensemble 2 autres enfants. Laissés pendant la journée à la garde de Sophie qui ne travaillait pas, tandis que Dorian travaillait à une
bonne centaine de kilomètres de la maison. Il se lève tôt chaque jour pour prendre le train et rentre alors que les enfants sont déjà couchés. Il les voit peu et s'en plaint. Quant à Sophie, les psychiatres démontrera que c'est parce qu'elle était débordée par 3 enfants qu'elle a éliminé le dernier. Sophie, qui ne manifeste guère de regret, est diagnostiquée psychopathe, une pathologie passée inaperçue jusque-là et qui vient de se révéler avec fracas. L'autopsie montre que Marie, très maigre, n'était pas bien nourrie et qu'elle est décédée d'une hémorragie cérébrale causée par une fracture du crâne un peu spéciale dans la mesure où l'os pariétal et l'os temporal, c'est-à-dire les latéraux du crâne, sont cassés et montrent de plus une embarrure, un déplacement de la zone de fracture vers le cerveau avec une hémorragie massive par attente d'artères cérébrales qui passe par cet endroit. J'imagine l'hypothèse selon laquelle Sophie aurait pris la tête de Marie entre ses mains et l'aurait écrasée, ce qu'elle confirme. Mais les cas les plus étranges que j'ai eu à traiter est celui d'un cas de syndrome de main chose par procuration. Imaginez une petite famille, papa, maman et leurs trois enfants, un fils et deux sœurs jumelles. L'une des jumelles décède à 2 ans et demi d'une cause qui n'est pas déterminée. Elle n'est pas autopsiée, la mort étant naturelle, selon le médecin qui rédige le constat de décès. Peu après ce décès, la mère des jumelles décède décrète que la petite survivante est malade, car elle présente, selon elle, toutes sortes de symptômes assez incongrus, sans grand rapport entre eux, que seule la mère observe.
En médecine, on nous apprend à toujours écouter les parents, car ils perçoivent chez leurs enfants des signes à côté desquels nous pourrions passer. La jumelle survivante est donc réputée malade, mais les médecins ne voient pas ce qu'elle peut avoir, n'ayant aucun symptôme de quelque maladie que ce soit. Néanmoins, la mère décrit des crises respiratoires au cours desquelles la petite cherche son souffle, sans le trouver, étouffe et devient toute bleue. Mais le médecin traitant, ne lui trouvant rien d'anormal, l'adresse au pédiatre de la clinique voisine qui lui fait passer toutes sortes d'examens et la fait même hospitaliser lorsqu'il constate un jour qu'effectivement elle devient toute bleue. C'est la mère qui le rappelle dans le box des urgences duquel il vient de sortir. Après avoir examiné la petite, sans rien remarquer d'anormal. Venez voir, elle fait une crise. Le médecin se précipite et la trouve quelque peu céanosée. Elle tousse par prudence, il la fait donc hospitaliser. À plusieurs reprises durant l'hospitalisation, la mère appelle les infirmières car la petite fait une crise. À chaque fois, elle la trouve cyanosée et elle tousse. Pourtant, rien n'est mis en évidence, ni à l'examen clinique, ni aux examens paracliniques, tels que radiographie, scanner, prise de sang, etc. Les symptômes de cette curieuse maladie n'apparaissent jamais que lorsque la mère est présente. Les soignants commencent à douter de l'existence d'une quelconque maladie dans le chef de cette petite et la mère s'en rend vite compte en entendant notamment de petites phrases prononcées par les soignants qu'on pourrait
synthétisé de la manière suivante. C'est bizarre, cet enfant qui n'a rien et qui fait des crises que personne ne voit jamais et qui n'arrive que quand vous êtes là. Le syndrome de Minchausen est une pathologie psychique caractérisée par un besoin de simuler une maladie pour attirer l'attention et la compassion des autres. On le dit par procuration lorsqu'un tiers, très souvent la mère, provoque des symptômes chez un enfant avant de le conduire chez un médecin. Cette pathologie est une forme de maltraitance que l'on peut qualifier de grave. La mère fait tant et si bien que la deuxième jumelle finira par mourir à son tour. Lors de l'autopsie, je trouve les traces caractéristiques d'une suffocation, non seulement par l'existence d'une lésion hémorragique sur la face interne des lèvres, assez typique d'une pression exercée par une force sur la bouche pour la maintenir fermée, du par ou par un coussin, mais aussi par la présence de fibres du coussin dans les voies respiratoires et des alvéoles pulmonaires bien trop dilatées à l'analyse histologique. Face à cette situation, le juge d'instruction fait exhumer l'autre sœur qui est autopsiée. Malheureusement, le trop long délai depuis son décès nous empêche de découvrir quoi que ce soit. Mais je reste très étonnée qu'un enfant décède à cet âge d'une cause indéterminée n'est pas fait l'objet d'une autopsie. Pour en finir avec ce chapitre sur les enfants, les infanticides, je terminerai avec ce cas pas banal, que sont les dénis de grossesse. Un déni de grossesse, c'est le cas d'une femme qui refuse de se reconnaître enceinte, parfois tout au long de sa grossesse. Certaines, lors de l'accouchement, vont jusqu'à se
débarrasser du bébé que l'on retrouve dans une poubelle ou enterré dans un jardin. Il y a quelques années, j'ai été appelée pour un bébé retrouvé mort dans une canalisation d'égout qui désirait la toilette du rez-de-chaussée d'une habitation. Le père avait déjà essayé de déboucher ce conduit avec des produits vendus dans le commerce, puis avec poussé une tige métallique pour tenter de le dégager, mais sans succès. Par contre, avec la tige métallique, il avait bien senti un obstacle, sans doute ce qui obstruait le conduit. Finalement, il a dû se résoudre à faire venir un plombier pour ouvrir la canalisation. Pauvre plombier, il était loin de s'attendre à une telle découverte. Un bébé avec son cordon ombilical. La jeune maman ne savait pas qu'elle était enceinte, selon ses dires. En fait, elle n'avait plus de règles, alors qu'elle avait toujours été réglée comme une horloge, ce qui aurait dû attirer son attention, mais cela ne l'avait pas inquiétée. D'autre part, elle n'avait eu qu'une seule relation sexuelle qui n'avait pas duré longtemps. Elle estime donc qu'elle n'avait pu tomber enceinte par hasard. Par ailleurs, elle n'avait pas grossi. Précision qu'elle mesurait 165 cm pour 100 kg. Et qu'une grossesse pouvait facilement passer inaperçue. Dans de telles conditions, le jour de l'accouchement, elle avait ressenti des violentes crampes au ventre, était allée à la toilette et avait poussé très fort à plusieurs reprises. Elle avait senti qu'elle se dégageait, et quand elle avait regardé dans la cuvette, elle n'avait plus rien vu. Cette histoire ne représente pas la partie la plus amusante de la pratique, partie la plus
médico-légales, mais elles en font partie, et devaient trouver place dans un livre sur le sujet. Énonciation activée. Visage près du bon droit. Visage près du bon référent droit. Arrêter l'enregistrement vidéo.